Si vous nous rejoignez, vous êtes bel et bien sur Wango Télévision. Faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette nouvelle session de nos informations que vous regardez en même temps en streaming sur Facebook et YouTube. On commence directement à Kolwezi et pénurie du carburant. Reprise timide des ventes dans les stations-service de la capitale mondiale du cobalt. Cependant, la majorité des points de vente des produits pétroliers restent fermés. Une situation très difficile pour les chauffeurs qui peinent pour se ravitailler en carburant. Reportage. Le lundi 4 avril était une journée chaotique pour les conducteurs automobiles et c'est dont les machines fonctionnent à base du carburant. La plupart des stations-service n'avaient pas fonctionné faute des stocks de carburant. Celles qui avaient fonctionné avaient vu du monde s'érier vers elles pour se constituer des réserves. Les jours qui ont suivi, la même scène s'est reproduite, mais la vente du carburant s'est vendue de manière prudente. Les stations tournent à moitié. Et aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a baisse du prix des carburants. De l'autre côté, nous n'allons pas aussi majorer les prix d'une course. Dans cette turbulence, de l'autre côté, il n'y a pas eu hausse ni baisse du prix des transports. Les prix du litre à la pompe n'ont pas haussé. Certaines stations semblent toujours avoir des problèmes de stock. À la station de la Réjovena, tout comme à la station du rond-point de l'Indépendance, la vente du carburant s'observe, mais pas totalement. Fermées le lundi, les deux stations-service ont réouvert. Entre mardi et mercredi, elles ne tournaient pas, à plein régime. L'utilité du carburant. Donc toutes les stations étaient fermées. Alors on vantait le petit commerçant qui vend le carburant, il vendait le litre à 4 000 francs congolais. Donc 5 litres à 20 000. C'était vraiment compliqué pour que nous puissions faire les transports. Les informations courent selon lesquelles les litres à la pompe devraient être revus à la hausse à 35 000 francs, soit 1,75 $. En bloquant les ventes, les opérateurs économiques du secteur feraient pression au gouvernement pour revoir les coûts à la hausse. Le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbu, a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de rupture des stocks, mais un problème technique pour la distribution. Il a rassuré que tout reviendra dans l'ordre. Et puis, guerre en Ukraine et ses conséquences fâcheuses sur la vie de la population de la planète Terre. Il faut vous le dire, face à cette crise alimentaire qui s'est fait sentir dans le monde, les Lualabé doivent adopter un nouveau mode de vie, estiment les économistes. Dans plus de détails, c'est avec Raphaël Oblandi-Moulage. Le monde entier, plus particulièrement l'Afrique, est en proie d'une crise alimentaire qui se fait déjà sentir sur le marché kolwezien. Plusieurs denrées alimentaires ont vu leur prix hausser. Une situation qui frappe à plein fouet le panier de la ménagère. Les ménages devront pouvoir adopter une nouvelle attitude. Oui, notre population va faire face à une crise alimentaire sans précédent. À l'époque, chez nous au Lualaba, nous avions une politique mise en place de donner aux agriculteurs, aux fermiers, les intrants agricoles pour que qu'on ne puisse pas parler de crise alimentaire au Lualaba un jour. Le gouvernement devra revoir sa gestion. L'État doit commencer aujourd'hui à rassembler nos agriculteurs. Je parle de ma province, du Lualaba. Leur demander des difficultés qu'ils ont, qu'ils fassent des projets pour que la province mette des moyens entre les mains des autochtones. Comme ça, notre économie sera d'abord congolaise, donc lualabaise, avant d'être des expats. Ce qui est très contraire chez nous, où la sous-traitance entre les mains des expatriés, les entreprises entre les mains des expatriés, nous-mêmes on ne vit pas. La guerre russe-Ukraine est le plus grand déclencheur de cette déstabilisation économique. Et puis lancement, c'est mercredi 13 avril 2022 à Kolwezi, des assises de la sensibilisation des parties prenantes à l'intégration de l'EMAP dans les périmètres ITIE et la collecte des données, rapport ITIE, il faut vous le dire, pour les vice-gouverneurs qui étaient présents à ces assises, ces travaux
prendront un mois pour permettre bien sûr aux acteurs intervenant dans les secteurs des mines de concocter des recommandations dignes de faire avancer les secteurs miniers dans la province du Lualaba. Ces assises ont été lancées dans la salle polyvalente des Campi Aboma. Qu'on fait de plus, Raphaël Oblondé. Établir la transparence de gouvernance dans le secteur de mines de manière générale, voilà l'objectif global qui a réuni toutes les parties prenantes impliquées dans l'exploitation minière artisanale sur invitation des lituiers RDC. Pour le rapport ITIE de cette année, le périmètre venait d'être élargi. Il y a une bonne partie de nos exploitations proviennent du secteur minier artisanal. C'est pour ça que les parties prenantes à l'ITIE ont décidé que cette fois-ci, nous allons élargir le périmètre de nos rapports vers le secteur minier artisanal. 3 rapports du secteur artisanal sur la filière cuivre, cobalt, 3D et or et diamant seront établis. Les acteurs impliqués dans les secteurs concernés sont prêts à marcher avec l'ITIE RDC. Tous les participants sont d'accord avec nous que nous avons le souci commun, c'est l'intérêt du citoyen. Nous voulons que demain, que le Congolais puisse se retrouver face à l'exploitation de ces ressources naturelles. Pour moi, j'ai l'adhésion de tous. Vous les avez entendus écouter tous. Ils ont exprimé cette volonté de nous accompagner, d'être partie prenante au processus de transparence et de bonne gouvernance. Ayant lancé l'atelier de sensibilisation de parties prenantes à l'intégration de l'EMAP dans le périmètre ITIE et la collecte de données de rapport ITIE, Fifi Masuka, vice-gouverneur du Lualaba, a promis son accompagnement pour que les travaux qui vont durer un mois soient une réussite. Madame, Monsieur, votre journal se poursuit. Rendons-nous cette fois-là à la première institution de la province où, suite à la recrudescence des cas d'accidents enregistrés au Lualaba, le ministre intérimaire des Transports, Jules Kabouit, était ce mercredi devant la représentation du peuple pour présenter ses moyens de défense à la suite d'une question orale avec débat lui adressée par le député Patrick Thierry André et Kakwata. Jules Kabouit est revenu sur les bilans du deuxième déraillement survenu au Lualaba. Dans peu de détails avec Pascal Bangamoutou. Bien avant, Patrick Thierry André Kakwata, auteur de la question, a été invité à la tribune pour présenter la quintessence de sa question orale avec débat, une question composée de 8 préoccupations. 2. Est-il possible de nous donner les causes exactes de cet accident? 3. Pouvons-nous avoir la suite, entre parenthèses, prise en charge des sinistrés du premier accident? Jules Kabouit, ministre provincial des Transports, destinateur de la question, n'a pas hésité à fournir des réponses aux honorables députés tout en relevant les défis du secteur des transports, le bilan du deuxième accident ferroviaire ainsi que la prise en charge. Selon les premières explications de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC en sigle, ce déraillement aurait été causé par une panne technique provoquée par la surcharge due à la présence de plusieurs passagers clandestins. À ce jour, les 102 blessés légers laissés à l'hôpital général de référence de Lubudi ont déjà tous été libérés et ont rejoint leur destination. Réponses qui ont suscité plusieurs autres questions des honorables députés, notamment Patrick Kakwata qui a interrogé le ministre sur les difficultés de l'exécutif provincial pour subventionner le secteur des transports, le nombre ainsi que la gestion des postes de péage dans la province du Lualaba. De son côté, l'honorable Donat Chimboge voudrait s'imprégner sur les fonds alloués à la modernisation de l'aéroport national de Kolwezi. Eu égard à l'intérêt suscité par cette question orale avec débat de Patrick Thierry André Kakwata, 4 jours ont été accordés au ministre pour préparer sa réplique à cette autre série de questions. Le rendez-vous est donc pris pour le mardi 19 avril 2022. Après cette séance plénière, Jules Kabouit, ministre intérimaire des Transports, s'est dit satisfait de sa première réplique et l'intérêt porté par les honorables députés. Suivez. En tout cas, je suis très content d'abord de l'initiative de la question orale par l'honorable Kakwata,
qui s'est adressé à notre personne ou à mon ministère du Transport. Et nous avons répondu aujourd'hui. Nous sommes arrivés pour une question bien précise. Vous avez compris que l'ambiance de la salle n'était pas vraiment focalisée sur cette question-là. Nous sommes allés au-delà. Je pense que cela montre vraiment encore une fois l'intérêt sur ce secteur. Et d'une manière générale, ce sont des questions qui touchent au quotidien de nos populations et qui nécessitent à ce que nous puissions y répondre avec beaucoup de précision, avec beaucoup d'éléments, avec des détails pour que les honorables députés aient la matière. Ils sont exposés partout où ils passent. Ils peuvent se retrouver dans une situation où on leur pose les mêmes questions. Il faut qu'ils aient des précisions. Voilà pourquoi l'Auguste Assemblée a décidé à ce que nous puissions s'arrêter d'avoir l'enregistrement des questions et y répondre le mardi prochain. Parlons justice à présent. Momo Moulapou, cadre du PPRD et conseiller en communication du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans, a été invité le lundi à l'Agence nationale des renseignements, l'ANR, pour un entretien. Il faut vous le dire pour l'avocat de Momo Moulapou, cet entretien est irrégulier et ignore en même temps les causes ou les greffes qui sont à la charge de son client. Reportage. Invité à l'Agence des renseignements nationaux, l'analyste politique Momo Moulapou, cadre du PPRD, a passé sa première nuit dans le locaux de l'ANR Lualaba, sans être auditionné, précise son avocat maître Dave Chingand. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a été invité à l'Agence nationale de renseignement. L'invitation n'était pas officielle, elle n'était même pas écrite. S'il y avait infraction, je crois que le parquet devait s'en saisir. Une détention teintée de beaucoup d'irrégularités, notamment le non-respect de la procédure d'arrestation enrichit cet homme en toge noire. Nous pensons que la procédure n'est pas respectée. Pourquoi? Parce que nous étions avec lui hier depuis 11 h jusqu'à très tard dans la nuit, jusqu'à ce que la nuit tombe. Il n'a pas été auditionné, chose qui nous fait croire que cette invitation n'est pas de bonne humeur. Les réseaux sociaux crucifient d'avance Momo Moulapou et le chargent d'outrage au chef de l'État dans sa dernière sortie médiatique. Mais Maître Dave Chingand calme les ardeurs de l'opinion publique. Tout le monde est appelé ou tout le monde peut faire son commentaire de sa façon. Momo Moulapou, de son état, il est pasteur. Il ne peut pas tenir des propos injurieux. Je demande à l'opinion publique d'apporter plus de soutien à un Congolais comme tout autre Congolais. Si nous conjuguons le verbe comme un seul homme, les choses vont bien aller. La cellule de communication du gouverneur Richard Mouyej s'est désolidarisée de propos tenus par ses conseillers en communication et le qualifie de discourtois et débordant. Et puis dans le reste de l'actualité, nous sommes à Nitouri, province qui est sous état de siège. Grâce à l'opération Les tombeaux est vide, les FARDC ont réussi à libérer les 4 otages de la task force détenus par les Codeco. Suivant. C'est à l'issue d'une opération secrète menée le mardi 12 avril vers 2 h du matin par les forces spéciales des FARDC que les membres des Task Force, encore entre les mains des rebelles SEDECO, ont été exfiltrés. Les rebelles, en débandade, ne l'ont pas vu venir du tout. Nous étions dans le goulot d'étranglement. Il n'y avait plus d'issue pour nous. Vu les enchères qui étaient montées autour de nos personnes, nous constituons pour nos ravisseurs des trophées avec lesquels ils pouvaient faire des chantages autant qu'ils le voulaient et pendant des mois. Banga, Floribert Ndjabou, colonel Lombo Désiré et Justin Lombo, qui restaient en cœur, ont été libérés et sont maintenant entre les mains du gouvernement militaire de l'Ituri. Au total, 4 otages qui sont en bonne santé mais affaiblis par leurs conditions de détention. Et c'est une libération de guerriers, c'est une libération de bravoure et franchement, la Task Force est fière de notre armée.
Nous sommes très touchés par la sympathie qui a été montrée par cette population à notre égard. Son assiduité et le suivi que tout un chacun faisait de notre situation nous a réconfortés et nous a permis de vivre ce moment terrible, ce moment de frayeur. Les rebelles n'ont pas donc relaxé par leur propre volonté les otages, ils y ont plutôt été contraints par la puissance des faits de l'armée régulière qui indique que ceci rentre dans les cadres de la mission lui dévolue, celle de protéger la population et défendre les intérêts vitaux de la nation, comme le veut le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi et chef de l'État. Et puis on parle sport avant de se quitter. Les sifflets congolais ne manquent presque pas dans les grands rendez-vous du football. Cette fois-ci, Jean-Jacques Ndala et Olivier Safari ont toujours la confiance de la Fédération africaine de football. Ces deux Congolais vont officier la rencontre qui va opposer Al Hilal et Raja de Casablanca. Ça sera le 16 avril 2022. D'autres précisions, je les convie à les trouver dans ces commentaires. Le match Al-Ahli Raja Casablanca sera officié par un trio 60% congolais. Jean-Jacques Ndala et Olivier Safari ont reçu une nouvelle mission de la CAF de conduire cette rencontre de haute facture. Le travail de Ndala et Safari n'est pas à présenter au pays ou encore au niveau international. Leur prestation ne fait que vendre l'image des deux arbitres positivement. Les deux arbitres congolais seront soutenus par le Comorien Souleymane Amaldiv, assistant de le Camerounais Ngwa Blaise sera 4e officiel. Jean-Jacques Ndala et Olivier sont respectivement arbitres principal et premier assistant. Si le club congolais et l'équipe nationale ne font plus long feu dans les compétitions continentales de haut niveau, au moins ces deux arbitres portent haut les couleurs de la RDC. Vous étiez des milliers à nous regarder, mesdames, messieurs, par ici prend fin votre journal. Retrouvez à la prochaine édition des 20h. Raphaël Oblondi à la présentation.